Des articles scientifiques qui présentent des associations entre poids corporel élevé et des marqueurs de santé, il s'en publie des dizaines par semaine dans la littérature. La plupart du temps, ces études démontrent une association entre le poids élevé et certaines maladies chroniques. Sur la base de ces constats, plusieurs organisations médicales recommandent de maintenir un poids santé. La détermination d'un poids santé repose sur une mesure du poids corporel et de la taille. Il s'ensuit un calcul simple, celui de l'indice de masse corporelle, de l'IMC. L'IMC est obtenu en divisant le poids en kilogrammes par le carré de la taille mesuré en mètres. Selon les critères de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, les personnes qui ont un poids santé sont celles qui ont un IMC entre 18,5 et 25 kg par mètre carré. Les personnes dont l'IMC serait inférieur à 18,5 kg par mètre carré sont catégorisées comme étant en situation de sous-poids. Les personnes présentant un IMC entre 25 et 30 kg par mètre carré sont classées comme étant en surpoids, alors que celles dont l'IMC est supérieur à 30 kg par mètre carré sont catégorisées comme étant en situation d'obésité. Plusieurs études ont documenté une courbe en J pour ce qui est de l'association entre poids corporel et mortalité. Les personnes ayant un poids santé, selon le calcul de l'IMC, auraient un risque de mortalité inférieur à celui des personnes ayant un poids très faible ou très élevé. Selon un rapport de Statistique Canada, c'est plus du quart de la population adulte canadienne qui aurait un IMC supérieur à 30 kg par mètre carré et plus du tiers de la population adulte canadienne qui aurait un IMC entre 25 et 30 kg par mètre carré. Au Québec et en France, les données populationnelles de la distribution de l'IMC ne sont pas très différentes. Dans les pays industrialisés, en se basant sur l'IMC, les autorités de santé avancent que c'est plus d'une personne sur deux qui serait en situation de surpoids ou d'obésité. Ainsi, selon ce raisonnement, c'est une personne sur deux qui a un poids trop élevé et qui devrait perdre du poids. Mais avant de dire à 4 millions de Québécois ou à 25 millions de Français que leur poids est inadéquat, que leur poids représente un problème de société et qu'ils devraient faire des changements dans leur mode de vie pour atteindre ce fameux poids santé, je pense que nous sommes en droit de se demander d'où ça vient l'IMC, d'où viennent ces critères de poids santé, pourquoi on y accorde autant d'importance, et est-ce que les données scientifiques qui supportent la validité ou l'utilisation des catégories d'IMC sont solides? L'IMC a été inventé il y a près de 200 ans par le scientifique belge Adolphe Quetelet. À l'époque, on ne parlait pas de l'IMC, mais plutôt de l'indice de Quetelet. Quetelet était un mathématicien, un statisticien, un astronome et un poète. Il portait plusieurs chapeaux, mais pas celui de médecin ou de biologiste. Son objectif était de découvrir les lois mathématiques qui gouvernent les populations. Quetelet a souvent été décrit comme un homme obsédé par les chiffres et l'idée de définir ce que devait représenter l'homme moyen, non seulement par son poids et sa taille, mais aussi par sa moralité, sa condition sociale et son apparence. Dans son essai « Sur l'homme et le développement de ses facultés », essai d'une physique sociale, il avance que son objectif était de définir l'homme parfait, idéal et sans défaut. En voici un extrait. Si l'homme moyen était parfaitement déterminé, on pourrait le considérer comme le type du beau, et tout ce qui s'éloignerait le plus de ressembler à ses proportions ou à sa manière d'être constituerait les difformités et les maladies. Ce qui serait dissemblable sous le rapport des proportions et de la forme serait monstruosité. Quetelet voulait définir les caractéristiques de l'homme moyen en étudiant des dizaines de registres publics des hôpitaux, des orphelinats et des usines. Il a remarqué qu'après la puberté, le poids était presque identique à celui de la taille élevée au carré. Et pour le scientifique, les hommes dont le poids corporel était en discordance avec leur taille élevée au carré s'éloignaient de ce qu'il considérait être l'homme idéal. C'est important de rappeler ici que Quetelet n'avait aucune donnée en lien avec l'état de santé des personnes, dont l'immense majorité étaient des hommes qui faisaient partie de ces registres et que ses travaux ne visaient pas à proposer une mesure anthropométrique pour identifier les personnes en bonne ou en mauvaise santé. Son but, c'était de définir l'homme moyen selon des standards de beauté qui, disons-le, étaient assez arbitraires.
Pour bien comprendre pourquoi l'IMC s'est insidieusement enraciné dans les ouvrages scientifiques, dans la littérature médicale et même jusqu'aujourd'hui dans les cliniques médicales, les salles d'entraînement et même dans les écoles, c'est important de replacer l'indice de Quetelet ou l'IMC dans le contexte historique du 19e siècle. Les travaux sur l'homme moyen de Quetelet ont trouvé écho dans les racines du mouvement eugéniste qui prenait son envol vers la deuxième moitié du 19e siècle. La portée de ces travaux a donc été amplifiée par des personnes dont l'intention était de mener des politiques racistes et capacitistes qui visaient à dévaloriser les personnes sur des critères arbitraires basés sur leur apparence, la couleur de leur peau ou leur capacité physique ou intellectuelle. Bien qu'on ne puisse pas affirmer que Quetelet faisait partie du mouvement eugéniste, on peut quand même affirmer sans se tromper qu'il n'avait pas, à cette époque, beaucoup de considération pour la diversité. Cette idée d'utiliser l'indice de Quetelet comme outil de stratification du risque de mortalité dans la population n'est pas venue de Quetelet lui-même. Elle n'est même pas venue des médecins ou des professionnels de la santé qui souhaitaient prévenir des maladies ou promouvoir la santé. L'indice de Quetelet a d'abord été utilisé par des actuaires et des représentants des compagnies à but lucratif, les compagnies d'assurance. Peu après la mort de Quetelet, vers la fin du 19e siècle, ces compagnies ont remarqué que les détenteurs de polices d'assurance-vie dont le poids corporel était élevé en fonction de leur taille avaient un risque de mortalité prématurée qui était plus élevé. C'était une nouvelle façon pour eux d'établir des politiques de discrimination en surfacturant ou en refusant carrément d'offrir des polices d'assurance-vie aux personnes dont le poids corporel était, selon les dires des compagnies d'assurance, non idéal. Tout comme les données recueillies par Quetelet, les statistiques des actuaires provenaient de populations à très grande majorité d'hommes qui étaient assez privilégiés pour s'offrir une police d'assurance-vie. Même si ces statistiques étaient tirées d'échantillons non représentatifs de la diversité de la population, notamment sur le plan de l'âge, du sexe ou de l'héritage ethnique, les tables des compagnies d'assurance représentant le poids idéal en fonction de la grandeur se sont répandues dans les bureaux de médecins comme une traînée de poudre et ont établi les standards du fameux poids santé. Si l'on souhaite créditer un scientifique pour la démocratisation de l'IMC, il faut se tourner vers le chercheur américain Ancel Keys. C'est d'ailleurs lui qui, en 1972, a renommé l'indice de Quetelet et a introduit l'expression « indice de masse corporelle ». Après la Deuxième Guerre mondiale, les maladies du cœur ont rapidement dépassé les maladies infectieuses comme première cause de mortalité dans les pays développés. Le gouvernement américain, via le NIH, le National Institute of Health, a commencé à financer massivement les chercheurs, dont Ancel Keys, pour identifier les causes des maladies du cœur. Dans une série d'études effectuées dans plusieurs pays du monde et dans la grande majorité des cas chez l'homme, Keys et ses collègues ont identifié des facteurs de risque que l'on considère encore aujourd'hui comme des déterminants majeurs des maladies cardiovasculaires. On pense ici aux produits du tabac, à l'hypertension artérielle, le cholestérol sanguin et la consommation de gras saturés, le gras alimentaire qui provient de la consommation par exemple des produits animaux et des produits laitiers. Le poids corporel avait aussi été identifié comme un facteur de risque. Keys avait utilisé l'IMC pour identifier les personnes qui avaient beaucoup de graisse corporelle, mais même lui n'était pas satisfait de son indice parce que l'IMC n'est pas une mesure directe de l'accumulation de gras corporel. Pour Keys, c'est le gras corporel qui était associé aux maladies du cœur. Toutefois, il disait lui-même que les personnes de poids élevé n'avaient pas nécessairement beaucoup de gras corporel. En effet, deux personnes peuvent avoir le même poids sur la balance et avoir des quantités de masse grasse et de masse maigre, la masse qui représente nos muscles, nos os et nos organes, très différentes. Après une série d'études où il a comparé le risque associé au fait d'avoir un IMC élevé à celui d'avoir des plis cutanés élevés mesurés par une pince, une mesure plus directe du gras corporel selon plusieurs chercheurs de l'époque, Keys a conclu que l'IMC était la mesure la plus fiable parmi celles testées pour mesurer les risques associés à une accumulation de graisse corporelle élevée. Malgré tout cet historique autour de l'IMC, le NIH l'a quand même introduit dans les lignes directrices médicales en 1985. Un panel d'experts a recommandé que les personnes qui ont un poids corporel qui serait de plus de 20% supérieur à ce qui pouvait être prédit par leur taille devaient perdre du poids pour être en meilleure santé. Ceci correspondait à une valeur d'IMC de 27 kg par mètre carré. Du jour au lendemain, le NIH disait à des millions d'Américains qu'ils devaient se mettre au régime, bouger plus afin de perdre du poids et diminuer leur risque de développer des maladies.
Cette proposition du NIH n'a pas fait l'unanimité à l'époque et elle ne fait pas toujours l'unanimité aujourd'hui. Celle-ci a été critiquée par plusieurs scientifiques. Aux États-Unis, les chercheurs Paul Ernsberger, Thomas Wadden et Albert Stunkard ont écrit dans le Journal of Nutrition en 1987 « Les tourments psychologiques dont souffrent les personnes de poids élevé résultent de deux facteurs, la discrimination et les préjudices sociaux, ainsi que les conséquences psychologiques négatives des régimes. » Le panel qui a recommandé l'utilisation de l'IMC a bien mentionné que le stress psychologique pourrait être la conséquence la plus grave de l'obésité, mais au lieu de promouvoir une campagne de sensibilisation dont le but serait de sensibiliser le public à la discrimination, celui-ci a exhorté les personnes vivant avec du surpoids à maigrir pour échapper à la discrimination. Ceci reflète une tendance récente à placer le blâme de l'injustice sur le dos de ses victimes. Même Ancel Keys lui-même, le pionnier derrière le concept de l'indice de masse corporelle, a critiqué le panel du NIH. Conscient du fait que ces études aient été majoritairement effectuées chez des hommes et que les diètes pourraient avoir plus de conséquences que de bénéfices, il a écrit ceci dans les pages du British Medical Journal en 1986. Les données liant l'IMC à la santé chez la femme sont inadéquates. Il n'y a pas d'indication que l'on devrait se préoccuper de leur poids corporel comme facteur de risque de mortalité prématurée, excepté dans les cas extrêmes. Cette citation a quand même bien vieilli car l'association entre l'IMC et la mortalité prématurée est encore aujourd'hui très controversée dans la littérature. Plus loin, toujours dans le même texte assez coloré de 1986, Keys a ajouté « La perte de poids est une industrie grandissante aux États-Unis et dans les pays occidentaux. Même si les publicités mettent l'accent sur la santé, le véritable message porte sur les aspects cosmétiques. Parmi les effets néfastes de la folie des régimes pour perdre du poids se trouve l'augmentation du risque d'anorexie et une explosion des cas de boulimie. » Malgré les critiques, la plupart des organisations scientifiques et médicales à travers la planète sont entrées dans les rangs. C'est en 1998 que les valeurs d'IMC que l'on connaît aujourd'hui ont été proposées. Au même moment, l'OMS a déclaré une épidémie mondiale d'obésité. C'est dans ce contexte que j'ai personnellement commencé à m'intéresser à la nutrition, à la composition corporelle et aux risques de maladies cardiovasculaires. Cependant, les lectures anciennes qui m'ont été proposées sur le sujet ne provenaient pas de Quetelet ou de Keys, mais plutôt d'un autre médecin francophone que l'histoire a un peu oublié. 4 décennies avant l'apparition de l'IMC, Jean Vague, un médecin marseillais, a découvert un groupe d'individus qui n'étaient pas beaucoup étudiés à l'époque et qui pouvaient accumuler beaucoup plus de graisse corporelle sans que celle-ci soit associée à des effets néfastes sur la santé. Ce groupe d'individus, c'était des femmes. Le Dr Vague a été l'un des premiers à étudier l'hétérogénéité de la relation entre le poids corporel, la composition corporelle, la localisation de la graisse corporelle et les marqueurs de santé. Ces travaux ont démontré que l'accumulation de tissu adipeux au niveau de l'abdomen était associée de façon étroite aux détériorations de la santé cardio-métabolique. Il a proposé que la mesure du tour de taille, ou le rapport de la circonférence de taille et de la circonférence de hanche, un indice de distribution du tissu adipeux, était beaucoup plus pertinente que l'indice de masse corporelle. Les travaux du Dr Vague ont été très peu mentionnés pendant plus d'un demi-siècle. Au même moment où le NIH et l'OMS proposaient à la planète d'utiliser l'IMC comme indicateur de santé, un autre chercheur commençait à accumuler des données et publier des résultats innovants et souvent controversés qui remettaient en question la pertinence clinique de l'IMC. Ce chercheur, c'est le professeur Jean-Pierre Després de l'Université Laval, et il a gentiment accepté de résumer ses travaux de recherche et leur implication dans une conférence qu'on vous présente à l'instant.